Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence avec cette image désormais célèbre d'avril 2025, quand Donald Trump a mis en scène dans la roseraie de la Maison-Blanche l'exhibition de son fameux grand tableau présentant les nouvelles taxes douanières mises en place par les États-Unis, pays par pays, et ciblant particulièrement la Chine, la grande rivale des États-Unis. La Chine, deuxième économie mondiale avec sa balance commerciale excédentaire, un pays qui s'est développé en devenant l'usine du monde et en investissant massivement dans des secteurs technologiques d'avenir. Ainsi, la Chine est-elle devenue leader, notamment dans les secteurs clés de l'automobile électrique et des panneaux solaires. Oui, mais voilà, le nouveau protectionnisme américain fait du mal au système chinois, lequel subit, vous allez voir, d'autres crises. Tout de suite, voici Chine, la grande panne, sortant nos cartes. Après s'être fermée au monde pendant près de 3 ans en raison de sa politique zéro Covid, la Chine a peiné à relancer son économie. Recul des investissements étrangers, effondrement de la consommation intérieure, hausse du chômage, notamment chez les jeunes, où il est estimé à 17%, soit près d'un jeune sur 5. La croissance chinoise plafonne à 5% en 2024, son taux le plus bas depuis 30 ans. On est loin des croissances à deux chiffres qu'a connu le pays, 13,9% en 1993, 14,2% en 2007. La deuxième économie mondiale est enlisée dans une crise de confiance. En cause, l'éclatement de sa bulle immobilière, alors que l'immobilier a longtemps contribué à environ 30% du PIB chinois et à 20% des emplois, constituant un puissant moteur économique. Prenons ainsi la direction de Zhuzhong, dans la province de Jiangsu. Le promoteur chinois Evergrande avait investi dans un méga complexe immobilier qui est devenu aujourd'hui une véritable ville fantôme. Voyons pourquoi. Encouragés par des prêts bancaires faciles, les programmes de gigantesques complexes immobiliers se sont multipliés partout dans le pays. Ce n'est que trop tardivement, en 2020, que le chef de l'État Xi Jinping décide de lutter contre cette spéculation immobilière en limitant l'accès au crédit pour des groupes immobiliers déjà fortement endettés. Résultat, en 2021, la bulle immobilière explose. Evergrande, endetté à hauteur de plus de 300 milliards d'euros, est placé en liquidation judiciaire début 2024, laissant de nombreux chantiers à l'arrêt. Alors que les ménages chinois ont investi près de 70% de leur patrimoine dans l'immobilier, la baisse du prix de la pierre, entre 30 à 40% dans certaines grandes villes, comme Pékin ou Shanghai, est un coup dur pour leur morale. Face à ces incertitudes, les Chinois épargnent massivement. Ils mettent de côté le tiers de leurs revenus et ne consomment plus ou moins, ce qui tire l'économie à la baisse. Autre fragilité qui menace un potentiel rebond de la croissance, l'économie chinoise doit faire face à de nombreux défis structurels et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avec 1,41 milliard d'habitants, le géant asiatique connaît un déclin démographique. Depuis 2023, l'Inde et ses 1,45 milliard d'habitants lui a même ravi la place du pays le plus peuplé de la planète. Après des années de politique de l'enfant unique, la population chinoise diminue et surtout, elle vieillit. Voici la ville de Zhugao. On l'appelle la ville de longévité. Sur 1,4 million d'habitants, elle compte 525 centenaires et 78 000 personnes entre 80 et 99 ans. En Chine, plus d'une personne sur 5 a aujourd'hui plus de 60 ans. Cela met une forte pression sur un système de santé et de retraite déjà largement insuffisant. Autre conséquence, le manque de main-d'œuvre. D'ici 2050, on comptera 250 millions de Chinois de moins sur le marché du travail. L'Empire du Milieu est confronté à un autre problème de taille, son endettement. Direction la province chinoise de Guizhou, l'une des plus pauvres de Chine, à qui Pékin a demandé d'investir sans compter dans ses infrastructures pour se développer. Résultat, un endettement massif du gouvernement local. Selon le FMI, dans toute la Chine, la dette globale des provinces aurait dépassé 60 000 milliards de yuan, soit environ 7 800 milliards d'euros en 2023. Le gouvernement chinois a donc décidé de lancer un vaste plan de restructuration des finances publiques locales. Des mesures qui s'ajoutent à une série de plans déployés depuis 2020 par les autorités chinoises pour relancer la machine économique.
Plan de soutien à l'immobilier, plan de relance budgétaire, baisse des taux directeurs pour stimuler l'investissement ont ainsi été décidés par le gouvernement chinois. Si le marché intérieur chinois est plombé, on l'a vu, par une consommation atone, le géant asiatique peut compter sur ses fleurons technologiques pour continuer à dominer le commerce mondial. Après des années de contrôle accru du Parti communiste sur la vie économique, Xi Jinping multiplie aujourd'hui les gestes d'ouverture au secteur privé, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Malgré les promesses d'ouverture et de libéralisation du marché, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, les entreprises d'État sont redevenues un pilier de la stratégie économique chinoise. Elles concentrent 12% de l'emploi, soit entre 25 et 30% du PIB de la Chine. Elles dominent des secteurs clés tels que l'énergie, la finance, les télécommunications et les infrastructures. Pour s'assurer leur entière loyauté, des cellules du Parti communiste sont présentes dans toutes les entreprises d'État. Un contrôle politique qui a également été renforcé dans le secteur privé, soumis à des réglementations de plus en plus draconiennes. Dans la ligne de mire en particulier des autorités chinoises, les grands patrons comme Jack Ma, fondateur d'Alibaba, géant du e-commerce, jugés trop arrogants et mis au pas par le pouvoir communiste. Seulement voilà, le secteur privé contribue à plus de 60% de la richesse du pays, 70% de l'innovation et 80% de l'emploi urbain. Pour relancer l'économie, Xi Jinping est aujourd'hui contraint de tendre la main aux leaders chinois qui inondent la planète de leurs produits, comme Huawei, premier vendeur d'équipements mobiles au monde, le constructeur BYD, numéro 1 mondial de la voiture électrique, ou encore DeepSeek, qui a fait une entrée fracassante sur le marché de l'intelligence artificielle. Cela reste en effet le gros point fort de la Chine, son excédent commercial. En 2024, ses exportations ont même bondi de 7%, dépassant les 3 300 milliards d'euros du jamais vu. Et pour asseoir sa puissance économique, l'ancien atelier du monde mise clairement sur les innovations technologiques et les énergies renouvelables, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Grâce à de généreuses subventions gouvernementales, la Chine est devenue le premier producteur mondial de panneaux solaires, de voitures et de batteries électriques, dont la Chine domine toute la chaîne d'approvisionnement. Avec l'Australie, l'Empire du Milieu est un grand pays extracteur et importateur de matières premières indispensables à la fabrication de ces batteries. Elle est le premier producteur de graphite naturel, le deuxième de bauxite, et par l'intermédiaire de ces multinationales, la Chine exerce également un contrôle sur environ 60% de la production mondiale de lithium. Et en République démocratique du Congo, elle maîtrise 50% de la production de cobalt, un pays qui concentre les 3/4 de la production mondiale de ce minerai. Pour sécuriser ses sources d'approvisionnement, l'Empire du Milieu a investi dans un projet titanesque, les Nouvelles Routes de la Soie. Un ensemble de 21 000 projets d'infrastructures, ports, routes, chemins de fer, financés par la Chine pour développer son influence, tout en nouant des liens commerciaux avec les pays du Sud notamment. Mais plus de 10 ans après son lancement, le bilan de ce projet pharaonique est pour le moins contrasté. Les pays participants sont désormais endettés à hauteur de plus de 1100 milliards de dollars auprès du créancier chinois, et certains d'entre eux se trouvent même dans l'incapacité de rembourser leurs prêts, c'est le cas du Sri Lanka. D'autres ont même décidé de quitter le projet, comme le Panama. Le pays a ainsi fait le choix des États-Unis contre la Chine, alors que le retour au pouvoir de Donald Trump ravive la guerre commerciale sino-américaine. Voyons comment. Fidèle à son slogan Make America Great Again, le président américain avait tenté, lors de son premier mandat entre 2017 et 2021, de freiner Pékin dans ses ambitions en limitant les importations chinoises. Pourtant, les États-Unis font toujours partie des principaux partenaires commerciaux de la Chine, qui a exporté 450 milliards de dollars de marchandises vers son client américain en 2023. Mais en revenant au pouvoir, Donald Trump a décidé d'aller plus loin et de lancer une véritable guerre commerciale contre Pékin. En représailles, la Chine a décidé de surtaxer à son tour les produits américains. Pour écouler ces produits, elle pourrait aussi se tourner vers l'Union européenne, alors que le géant asiatique est déjà le premier fournisseur de l'UE.
Sauf que les 27 États européens veillent à protéger leur industrie, notamment automobile, en relevant les droits de douane de 17 à 35 sur les importations de voitures électriques chinoises. Même décision de la part de la Turquie, qui a augmenté de 40 les droits de douane sur les véhicules électriques provenant de Chine. Quant au Brésil et au Chili, ils ont instauré des barrières douanières sur l'acier chinois. La deuxième puissance économique mondiale doit ainsi faire face aujourd'hui à une épidémie de mesures protectionnistes. Voilà pour ce tour d'horizon de l'économie chinoise en panne, mais avec, on l'a vu, des fondamentaux qui demeurent très solides, des investissements stratégiques dans des secteurs d'avenir, les voitures électriques par exemple, mais aussi la force que lui donne son importante population, plus d'1,4 milliard d'habitants. D'ailleurs, la consommation nationale est désormais considérée comme le nouveau moteur pour tenir les objectifs de croissance autour de 5%, avec notamment un plan qui augmente les pensions de retraite, un assouplissement des conditions d'octroi de prêts à la consommation. Objectif, contrebalancer la chute des exportations dans le nouveau monde protectionniste de Donald Trump. Et pour mieux comprendre la vie quotidienne des Chinois, ce livre de Frédéric Lemaître, 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, aux éditions Talendier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et abonnez-vous à notre newsletter. À bientôt.